Merci d'être présent. Merci à Samuel Guillon de me recevoir à ce très beau festival qui de l'art culinaire, la gastronomie. Et moi, j'ai la tâche de vous raconter la merveilleuse histoire de cette Cendrillon de Manusset. C'est la pomme de terre. Elle est dans toutes les assiettes et finalement, on ne connaît pas tellement son histoire. D'abord, de quoi parle-t-on? On parle du Solanum tuberosum, pomme de terre, communément. C'est une tubercule, ce n'est pas un légume, c'est une tubercule. Et cette tubercule, autant qu'on puisse le savoir, est née vers 7-8 000 ans avant Jésus-Christ et a été domestiquée par les civilisations précolombiennes, et en particulier les Incas. Les Incas ont tout de suite compris qu'il y avait un problème avec cette tubercule qui était pleine de toxines. Il a donc fallu la détoxifier. Et ils ont inventé un procédé qu'ils appellent le chuño, qui consiste à exposer à l'air, en plein air, au rayon du soleil, sur l'altiplano, ces tubercules à l'air libre. Et donc la pomme de terre a été débarrassée de ces éléments les plus toxiques. Ensuite, on les a conservés dans des jarres en terre cuite. Et les Indiens avaient des réserves, des quantités de nourriture disponibles. Et c'est comme ça qu'une civilisation peut se développer. Au XVIe siècle, ou plutôt à la fin du XVe siècle, en 1492, tout le monde le sait, Christophe Colomb a découvert l'Amérique. C'est la première mondialisation, les historiens appellent ça le désenclavement planétaire, c'est vrai, parce que beaucoup d'or arrive d'Amérique vers le port de Séville et en Europe, mais c'est aussi vrai d'une manière plus discrète, parce qu'un certain nombre d'espèces végétales vont passer de l'Amérique à l'Europe et au reste du monde. C'est le cas de la pomme de terre. Cette pomme de terre arrive très rapidement, dès le début du XVIe siècle, par le port de Séville. Et on voit le peintre Murillo, déjà, qui peint un célèbre tableau où l'on voit des petits enfants des rues autour d'un chaudron de pommes de terre cuites à la cendre. La diffusion de la pomme de terre va être très lente et en même temps très chaotique. Très lente parce qu'il faut attendre des dizaines d'années pour que, par le véhicule des monastères, la pomme de terre passe d'un couvent à un autre, d'Espagne, puis en Italie, puis ensuite dans les Pays-Bas espagnols, c'est-à-dire aujourd'hui la Belgique et la Hollande, et ensuite le Saint-Empire romain germanique, c'est-à-dire l'Allemagne. Ça, c'est le premier axe de pénétration sur le territoire, sur le continent européen de la pomme de terre. Le deuxième axe de pénétration, c'est par l'Angleterre. À la fin du XVIe siècle, Sir Francis Drake, qui vit sous Élisabeth Ier, fait arrêt sur Carthagène, en Amérique latine, et constitue un butin, et dans ce butin, il y a des pommes de terre. Il les ramène en Angleterre. C'est pas en Angleterre que la pomme de terre va d'abord prospérer, puisqu'il faudra attendre la toute fin du XVIIIe siècle. C'est en Irlande que la pomme de terre va devenir très populaire, très célèbre, à tel point qu'elle va devenir l'élément essentiel de la nourriture des Irlandais. Et comme vous le savez, le jour où la pomme de terre va être atteinte par le mildiou, eh bien, ça va être une famine générale au milieu du XIXe siècle et va contribuer à la migration d'une grande partie des Irlandais aux États-Unis. Donc voilà le décor planté, et maintenant nous allons resserrer notre regard sur la France et ensuite sur la Sarthe. D'abord, la France, c'est peut-être le pays qui est le moins touché par la pomme de terre. En France, comme d'ailleurs en Europe, mais en particulier en France, il y a ce qu'on appelle le primat céréalier. C'est-à-dire que tout est consacré à la culture des blés et en particulier du froment. C'est d'ailleurs, la référence est d'ailleurs biblique. Le blé, l'abondance, la fertilité, etc. Et l'alimentation des paysans est au moins aux 3/4 basée sur le blé, sous forme de pain, mais aussi de bouillies dans lesquelles on met des céréales mélangées avec des légumes. Alors,
Au XVIIe siècle, presque aucune province n'est touchée par la pomme de terre. Au début du XVIIIe siècle, on commence à avoir les provinces frontalières, les Flandres, la Lorraine, l'Alsace, et puis toutes les régions montagnardes, qui possèdent un climat aride, montagnard, comme les Vosges, le Jura, les Alpes et les Pyrénées, puisqu'évidemment, la pomme de terre est née dans les Andes. Donc le climat montagnard lui convient très bien. C'est vers le milieu du XVIIIe siècle que les choses commencent à bouger un petit peu. Au milieu du XVIIIe siècle, la pomme de terre commence à se répandre dans quelques autres provinces, pour des raisons d'ailleurs qui sont très locales. On a par exemple le grand ministre Louis XVI Turgot qui va l'implanter dans le Limousin parce qu'il est intendant du Limousin. On a le Limousin, le Massif central, le Limousin. On a la Bretagne, et c'est dû principalement à un évêque, l'évêque de Léon, qui s'appelle Jean-François de la Marche, qu'on appelle l'évêque des patates en Bretagne, et qui a permis de faire en sorte que ces paroissiens, si je puis dire, accèdent à une nourriture variée et abondante. On doit aussi citer le nom de La Chalotais, qui était un grand gouverneur de la Bretagne, et qui a aussi permis le développement de la pomme de terre en Bretagne. Et puis, quand je suis tombé sur cette carte qui est tirée des annales économie et société des années 70, j'ai vu qu'il y avait la Sarthe qui était rayée comme ça. C'est tout à fait singulier. Pourquoi nous? Et il n'y a que nous qui sommes dans cette situation-là. Et ça m'a incité à faire quelques recherches. Et la bonne nouvelle, c'est que j'ai trouvé. En 1761, face à la situation du royaume de France, qui est assez catastrophique, en particulier sur le plan agricole, le roi Louis XV décide que toutes les élites de la France doivent se mettre à travailler pour améliorer la situation de l'agriculture, pour pouvoir nourrir la population. L'Angleterre a déjà commencé sa révolution agricole et la France est à la traîne. Donc dans chaque capitale de province du royaume, il y a un bureau d'agriculture qui est créé et qui rassemble toutes les élites propriétaires terriens et qui sont là pour tenter des expérimentations audacieuses sur leur propriété. Au Mans, le bureau d'agriculture est dirigé par François Véron du Verger. C'est un négociant en étamines, celui qui a porté très haut l'industrie des étamines. C'est une étoffe de laine croisée qui se vendait partout dans le monde. Il a fait fortune, il est devenu noble. Et ce Véron du Verger est aussi un très grand intellectuel qui nous a donné un fils, qui est un des plus grands économistes du XVIIIe siècle, Véron de Forbonnais. Et ce Véron de Forbonnais est en contact donc, avec son père qui est au Mans. Véron de Forbonnais va devenir ministre des Finances de Louis XV et il est ami du célèbre marquis de Turbilly qui crée toutes les académies d'agriculture de France. On est donc au Mans au centre d'un triangle, Véron du Verger, Véron de Forbonnais, le marquis de Turbilly, qui évidemment est très, très ouvert à toutes les idées nouvelles. Dès 1763, dans les registres de délibération de la Société royale d'agriculture du Mans, on commence à parler de pommes de terre. J'ai dit 1763 parce que 1773, c'est Parmentier. Donc vous voyez que dans la Sarthe, on a 10 ans d'avance sur Parmentier. On commence à parler de cela et c'est un soldat, un commissaire des guerres, M. Baud, B-A-U-D, qui fait une courte communication en disant que pendant la guerre de 7 ans, de 1756 à 1763, il a combattu en Allemagne, il a été fait prisonnier et il a vu qu'on donnait à manger des pommes de terre aux prisonniers. C'est d'ailleurs exactement ce que Parmentier, qui lui était pharmacien des Invalides, avait également constaté. Donc, dans ce que Parmentier a fait, rien d'extraordinaire. Tout le monde a déjà vu ça. Simplement, tout le monde ne le rapporte pas à la même vitesse et au même moment.
En 1764, un an après, Véron du Verger, sur sa terre de la chapelle Saint-Aubin, la croix de la chapelle, c'est une expérimentation sur ses propres terres, ainsi qu'à Saint-Marc-d'Outillier. Le marquis de Turbilly les tente lui aussi sur ces terres qui sont proches d'ici en Maine-et-Loire et en Mayenne. Donc on est en 1763-1764. Dans les années 1767-1768, on a d'autres expérimentations qui sont effectuées au bureau d'agriculture. En particulier, celle de M. de Blanchardon, qui entretient des correspondances avec ses amis parisiens, où on fait des théories pour fabriquer ce qu'on appelle des moutures pour nourrir les pauvres. Car en cas de disette ou pire de famine, les collectivités, c'est-à-dire l'administration royale, les seigneurs, doivent se mobiliser pour nourrir la population indigente. Et là, la pomme de terre rentre dans la composition de ces moutures collectives. C'est l'ancêtre, en fait, de la soupe populaire. Il faut attendre ensuite 1770. 1770, c'est le grand tournant. Il y a une terrible disette qui survient dans tout le royaume de France et dans le Maine, la situation est particulièrement difficile. La disette, ça veut dire tout simplement le manque de grains. Donc, quand c'est la loi de l'offre et la demande, quand le grain manque, eh bien les prix augmentent. Et ceux qui trinquent évidemment en premier, ce sont les pauvres. Ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent, ils ne peuvent pas s'acheter de grain. Comme le grain, c'est le pain, eh bien on n'a plus de pain. Et comme le pain, c'est 75% de l'alimentation, ben on ne mange pas, on mange très peu. Et la plupart du temps, on ne meurt pas de faim, on meurt des maladies qui arrivent sur des corps qui sont déjà dénutris et affaiblis. Donc c'est la situation pendant l'hiver 1770-1771 dans le Maine. Certains racontent que dans le bas Maine, on mangeait des pains de gland, qui doit être particulièrement infect. Et la plupart du temps, on ne mangeait pas. Et c'est là que tout commence à phosphorer. Parce qu'évidemment, la nécessité fait loi et il faut trouver des solutions dans l'urgence. Alors les solutions qui vont être trouvées ne vont pas arriver pour résoudre la disette de 1770-71, mais elles vont arriver dans les années qui suivent et elles vont faire date pour les événements qui vont arriver après. On va voir qu'après, ça s'est beaucoup mieux passé. Alors, je vais vous citer quelques personnages clés de notre province qui ont vraiment contribué à faire avancer cette cause de l'alimentation des pauvres. Le premier que je vais vous citer, c'est M. Bastard de Fontenay. Il est seigneur de Daubert à Avoise, pas très loin d'ici. Il a un frère qui a un château à Montreuil-le-Henri et dans ces deux sites, on expérimente la pomme de terre. Ils vont même plus loin. Ils donnent une recette, ils livrent une recette, certainement qu'ils ont pris ailleurs, mais qui consiste, ils conseillent à leurs paysans de découper en rouelles, c'est-à-dire en tranches, les pommes de terre, de les passer au four et ensuite de réduire ces rouelles en farine. Il explique, une fois que vous l'avez réduite en farine, vous la mettez dans un contenant et vous pouvez à n'importe quel moment réhydrater votre farine et avoir du pain. Car le mot est prononcé, c'est du pain. On ne cherche pas à consommer des pommes de terre pour la pomme de terre. On cherche à substituer les céréales à la farine de pommes de terre. Donc on va inventer des pains qui vont être moitié faits de céréales, moitié de purée de pommes de terre. Alors ça, dès 1771, pendant l'hiver 1771, les moines de l'abbaye Saint-Vincent au Mans, aujourd'hui le lycée Bellemu, s'attachent à cette entreprise. Et dans leur four, dans leur cuisine, ils vont réaliser ces pains et les amener à une séance du mercredi, puisque les séances de la Société royale d'agriculture se déroulaient le mercredi, au 2e étage de l'hôtel de ville du Mans. Ils avaient une salle qui était réservée
Et depuis l'abbaye Saint-Vincent, on a amené ces jolis pains qui sortaient du four, qui étaient encore fumants. Et tout le monde, on les a découpés et tout le monde a goûté avec ravissement. On a constaté que ces pains étaient tout à fait corrects. Alors avait-on trouvé la solution pour éliminer la pauvreté et la nourriture des gens et des plus indigents? Pas vraiment. Tout ça est un peu contesté par un autre personnage qui a été maire du Mans sous l'Empire, qui s'appelle Négrier de la Crochardière, et qui avait une maison de maître dans le Belinois. Il observe les paysans et il dit « mais ça pose un problème, les paysans cuisent mal ce mélange et le goût n'est pas très bon. Si bien que les paysans ont pris l'habitude d'écraser leurs pommes de terre dans leur assiette et d'y ajouter du pain, et probablement de la mie de pain. Alors je ne conseille pas parce que ça ne doit pas être très bon, mais en tout cas à l'époque, compte tenu des goûts des gens, ça devait beaucoup mieux passer. Il faut aussi signaler qu'à l'époque, on n'a pas une pomme de terre comme aujourd'hui, qui est savoureuse, qui peut avoir un arrière-goût de noisette ou je ne sais quoi. La fadeur de la pomme de terre est située à un niveau indépassable. C'est pas bon. Plutôt, ça n'a pas beaucoup de goût. Et le peu de goût n'est pas très bon. On n'a pas encore fait créé tous les hybrides d'aujourd'hui. Vous savez qu'il y a plusieurs milliers d'espèces de pommes de terre aujourd'hui. En 1750, en France, le grand historien Fernand Braudel dit qu'il y en a 2. Et à la Révolution, on n'a pas dépassé les 9 espèces répertoriées. Donc, il n'y a pas eu de travail vraiment de fait sur ces pommes de terre. On a des espèces qui sont un petit peu originales ou originelles. Elles viennent d'Amérique et elles ont été éventuellement croisées dans les jardins, mais de manière un petit peu empirique. Il n'y a pas de stratégie pour améliorer cette espèce. Alors, ce grand débat, on peut le résumer, ça s'appelle la panification. Il faut remplacer du pain de céréales par du pain à moitié coupé avec de la purée de pommes de terre. Et d'ailleurs, nous avons, oui, ici, un des premiers exemples de presse purée, si je peux dire, qui figure dans un ouvrage en 1772 de Varenne de Béost, publié à Dijon, qui doit s'appeler « La cuisine des pauvres ». Et l'on commence à donner quelques recettes pour accommoder la pomme de terre. Finalement, tout ça n'a pas si mal fonctionné, puisque en 1810, un personnage très intéressant qui nous a laissé des mémoires, qui s'appelle Louis Simon, nous a laissé quelques lignes sur ces pommes de terre, et il n'en dit que du bien. Il nous dit « J'ai vu le commencement des truffes ou pommes de terre, car on appelle aussi les pommes de terre truffes, et les Italiens et les Espagnols l'appellent la papa. J'ai vu le commencement des truffes aux pommes de terre. Les premières étaient rouges et longues. Elles étaient plus douces. Je ne dirai rien du bien que nous a fait ce fruit. Tout le monde le connaît dans ce pays ici. » Et donc, voilà la consécration de l'introduction de la pomme de terre. C'est la conjonction du travail des élites de notre province avec un bureau d'agriculture particulièrement dynamique qui a fini par convaincre la paysannerie que ce fruit n'est pas ce qu'ils croyaient. Les paysans pensaient que tout ce qui était cultivé à l'intérieur de la terre était maléfique. Ils pensaient aussi que cette pomme de terre, qui était une solanacée, était de la même espèce que certaines plantes, comme la mandragore par exemple, ou la belladone, qu'on appelait des plantes de sorcières. Et donc, il y avait tout un tas de préjugés autour de la pomme de terre. L'encyclopédie a même dit que sa consommation provoquait des vents. Et donc, c'était très désagréable. Et quand vous accumulez tous les inconvénients, le Parlement de Metz avait même interdit la culture de la pomme de terre au milieu du XVIIIe siècle parce qu'on disait que la consommation de la pomme de terre encourageait la lèpre. Donc tout ça a été particulièrement faux, bien entendu, et les croyances étaient quand même dures à vaincre. C'est donc l'action du
du bureau d'agriculture du Mans qui a réussi à convaincre que la consommation de la pomme de terre était une solution. Et aussi, il faut quand même le dire, la puissance de la disette de 1770 a provoqué un déclic considérable où, plutôt que de mourir, les gens ont préféré manger cette tubercule mystérieuse, mais qui allait finalement sauver la France et le monde.